plateforme Atlassian. Pourquoi on a choisi cette plateforme? Et puis ensuite, on verra quelques piliers, les requirements, les risques, les tests, la gestion documentaire et puis notre offre. Donc, bon, on était un peu vite. On est parti du postulat qu'on était connus comme les loups blancs, mais en fait, peut-être un peu vite en besogne. Donc, Philippe Baron, donc moi je suis le fondateur d'ADN, donc c'est une entreprise que j'ai créée il y a voilà, un peu plus de 30 ans maintenant. Je suis ingénieur de formation et donc je travaille sur ces problématiques de validation des SI depuis une trentaine d'années. Euh, voilà. Et François, je vais le laisser se présenter. Voilà, donc moi, je suis le directeur du département ingénierie système d'ADN. Donc, c'est un département qui agit notamment pour propager auprès de nos clients à la fois les bonnes pratiques, mais aussi les solutions outillées qui vont aider à mettre en place tous ces processus dont on va détailler certains là, dans cette présentation auprès de nos clients. OK. Donc, au sein d'ADN, on fait de la validation de systèmes informatisés, hein. On fait aussi du PLM. Ça, c'est une activité qui est peut-être un peu moins connue. Et on gère également aussi les alertes de sérialisation de niveau 5. Voilà. La tendance un peu, c'est aujourd'hui, c'est d'aller vers du centre de service, hein. Donc typiquement, aujourd'hui, on a plusieurs centres de service autour de la plateforme Atlassian pour aider les clients à déployer la plateforme Atlassian correctement. Voilà, donc la vision, et on est content parce que c'est un slide que François a repris, mais qui date de au moins 3-4 ans, ou peut-être même plus, hein. Et c'était dès le départ, on voyait que voilà, historiquement, les gens travaillent avec Office, hein, généralement sous Word, sous Excel, éventuellement quelques diagrammes de flux avec Visio. Et très rapidement, on a bien vu qu'il fallait basculer vers un système de base de données pour mieux gérer la traçabilité, gérer la réutilisation, etc. Donc, nous, on continue dans cette vision-là d'avoir un outillage adapté pour avoir un processus reproductible, sécurisé, data integrity ready, hein, ça c'est aussi, ça a pris de plus en plus je dirais, d'importance. Et puis, on voit que cette approche aujourd'hui, enfin ce virage qu'on a fait autour de la data SI, elle nous est favorable puisque maintenant qu'on a la data structurée, c'est beaucoup plus facile, je dirais, de tirer sur le levier IA, puisqu'en fait, on a déjà les données qui sont structurées. Et dans cette présentation-là, on va vous montrer quelques exemples basés sur l'IA pour alimenter la validation des systèmes informatisés. Peut-être couper les caméras là pour gagner un petit peu. Voilà. Attendez, hop, je me suis trompé de bouton. Voilà, hein. Donc le contexte réglementaire. Donc on a aujourd'hui plusieurs piliers. Dans l'ordre de pas tout à fait chronologique, mais là disons qu'en septembre 2022, on a eu cette fameuse seconde édition du GAMP 5, que vous connaissez probablement, vous n'avez pas forcément eu le temps de lire dans le détail, hein. Mais elle va le traiter notamment d'IA. Et puis pour répondre à la question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est validation de l'outil, hein. Elle traite également de la validation des outils qui sont support à la validation, mais également aussi de la validation des outils qui sont support à la gestion d'infrastructures. C'est très important puisqu'en fait, dans ce GAMP 5, et notamment à l'annexe D9, on parle je dirais, d'un rapport d'adéquation qui va remplacer une approche de qualification traditionnelle. Dans ce rapport d'adéquation, on va nous demander d'évaluer les risques, d'évaluer, je dirais, les fournisseurs et d'évaluer, je dirais, l'adéquation par rapport à l'usage attendu, hein. Mais ça nous dédouane de faire notre plan de validation QI, QO, QP comme de manière très traditionnelle, comme certains pourraient le faire, hein. Dans le GAMP 5 seconde édition, je vous encourage à le lire parce qu'il y a évidemment plein d'autres choses, hein. Il y a des choses aussi sur la blockchain, il y a des choses sur les audits fournisseurs. Enfin bon, voilà, ça a été remis un peu au goût du jour. Voilà. Alors, ça a été remis au goût du jour parce qu'ils avaient pressenti cette approche
je dirais, de la FDA sur le dispositif médical. Je sais qu'on a pas mal de personnes qui viennent du dispositif médical, hein. Avec cette approche CSA, Computer Software Assurance, c'est le deuxième élément, hein, qu'on voit en dessous du GAMP, là. Et vous voyez deux pyramides, on inverse les pyramides, on passe d'un truc où on avait beaucoup de documents, un peu moins de tests, à une approche critical thinking, donc on prend du recul par rapport à l'activité de validation, et on va faire plus de tests, c'est-à-dire que le format des évidences de preuves, il est beaucoup plus ouvert. C'est pas le format de test, ça n'est pas uniquement un document Word. Voilà. Donc ça, c'est l'approche CSA qui va, à mon avis, dans le bon sens, qui va encourager aussi l'utilisation de méthodes modernes comme l'agilité, DevOps, l'intégration continue. Tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui poussées par les services IT, hein, et il faut que tout le monde arrive à se parler. Ensuite, comme vous le savez, très récemment, il y a eu notamment deux propositions de révision. Alors, une révision de l'annexe 11 des GMP. Bon, globalement, ce que disent les gens, bah, ok, bah, tout ça, on le faisait, sauf que ça éclaircit et c'est plus prescriptif. Alors, il y a des gens qui sont pour avoir une réglementation prescriptive, d'autres qui le sont moins. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là pour aujourd'hui. Ensuite, vous avez cette annexe 22 qui, elle, va nous concerner un peu plus aujourd'hui, puisque vous, comme moi, bah, chaque fois que j'ai une application SaaS, aujourd'hui, j'ai les applications SaaS, les vendeurs proposent dans leurs applications des modules d'IA. Voilà. Alors, nous, on va le voir ici sur la plateforme, je dirais, Atlassian, mais on le voit sur du LIMS, on le voit, comment dire, sur des systèmes de QMS, on le voit évidemment sur des systèmes de C cliniques, on le voit partout, hein. C'est un peu la grande tendance de voir l'IA, bah, pour aider, prédire, etc. Pour ce qui nous concerne, donc ce draft, qui reste encore un draft, hein, clairement dit pas d'IA générative sur les systèmes critiques. Voilà. Euh, Par contre, de l'IA générative, OK sur les systèmes non critiques, mais toujours avec un système de human in the loop. C'est-à-dire que l'IA, un peu comme GPT, ChatGPT, va vous proposer quelque chose, mais c'est à vous de vérifier. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu là-dessus qu'on va s'appuyer. Et vous allez voir, à travers les présentations, alors je fais un peu le teasing, hein, mais on va aller même jusqu'à là. Il faudra rester jusqu'au bout, hein, parce que volontairement, on a fait comment dire, on va vous montrer quelque chose où l'IA générative est inclus dans Confluence. Voilà, et vous allez voir un petit peu ce que c'est capable de faire, ce qu'on est capable de faire. Alors, on avance parce qu'on a quand même pas mal de diapos. Voilà. Donc, les activités de VSI aujourd'hui, quand on est sur la plateforme Confluence, eh ben, vous allez. Alors, nous, l'intérêt de la plateforme Confluence, c'est d'avoir cet écosystème de plugins, hein, parce que sinon, Jira tout court, ça peut être un peu sec. Donc, on va vous montrer quelque chose sur isRequirement pour gérer les requirements, SoftComply, enfin, Risk Manager pour gérer les risques, X-Ray que certains d'entre vous connaissent déjà, même très probablement. La petite chose qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est ils ont sorti une version bêta là avec l'IA sur X-Ray qui permet de générer aujourd'hui des tests, hein. Bon, ils ne sont pas les seuls, hein, il y a d'autres gens sur Azure DevOps, voilà, qui font ça. On va avoir aussi une gestion des anomalies. On va évidemment voir un peu Confluence. On va vous parler aussi un petit peu de notre plugin DMC qui permet de se greffer à Confluence pour avoir une dimension gestion je dirais, gestion électronique de documents, avec la signature électronique notamment. Et bah, quand on parle de validation, bah, c'est une réalité. Même si on gère des données, à un moment donné, il faut bien gérer également des documents. Donc c'est pour ça qu'avec Confluence, on peut gérer les plans, les rapports, les procédures, les instructions. Voilà. Comme vous le savez probablement déjà, avec cette révision de l'annexe 11, il y a l'accent est mis sur la mise en place d'un système qualité autour de la VSI. Et donc, qui dit système qualité, bah, dit procédure, évidemment, dit modèle, évidemment, mais dit également comment je gère les incidents, comment je gère les changes, comment je gère les problèmes, etc. Enfin, bref, vous avez compris toute la partie un peu utile. Alors, évidemment, ça, c'est l'offre un peu intégrée à Atlassian, mais on peut faire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ServiceNow. Bon, on peut s'intégrer. Et puis, cerise sur le gâteau, bah, tout ça, aujourd'hui, d'une manière transverse, on va s'appuyer sur Rovo, qui est la solution, comment dire, d'IA d'Atlassian,
qui va apporter un peu d'IA dans toutes les apps. Alors, soit les apps Atlassian direct, soit dans certains plugins comme on peut le voir avec X-Ray. Donc ici, on va avoir généralement, et ça nous on recommande de le faire, hein, c'est d'avoir dans le même projet la gestion des activités et la gestion des artefacts. Donc les activités, ça va être essentiellement les tâches, hein, et puis dans les artefacts, on va avoir les exigences, les risques, les tests, les résultats de tests, les anomalies, les plans, les protocoles, les rapports, etc. Et il m'en manque probablement, hein. Voilà. Je vais passer maintenant la main à François, qui va avoir la lourde charge de vous faire un focus donc, sur la partie exigence, requirement, test et également gestion documentaire. Et avant de zoomer sur ces 4 parties essentielles des activités de VSI, là, une présentation d'ensemble de la plateforme Atlassian, a commencé donc par les valeurs ajoutées. Alors, une des premières valeurs ajoutées, c'est d'apporter la collaboration, parce que déjà, les outils eux-mêmes sont très bien intégrés entre Jira, Confluence et Rovo, donc l'agent IA qui peut intervenir sur l'ensemble des données Atlassian. Donc, ça permet, là, c'est un intérêt de gérer donc, des données dans une base de données, d'avoir une traçabilité beaucoup plus fine que ce qu'on peut avoir avec des documents Word et Excel. Et donc, on verra donc, notamment sur la traçabilité entre les exigences, les risques, les tests, que ça peut être mis à profit de manière très intéressante dans la plateforme Atlassian. Donc tout ça va apporter effectivement des gains de temps, le fait de partager les mêmes données, tous les principes de notification, de pouvoir suivre les liens là, sans avoir besoin de faire des contrôles F ou je ne sais quelle opération dans des fichiers Word, Excel. Donc on va gagner beaucoup de temps à travailler de cette façon-là. Tout ce qu'apporte donc une base de données avec aussi donc, avec les gestion des droits. Donc c'est à la fois la possibilité en amont de gérer qui a le droit de voir, de modifier telle ou telle donnée, mais même si en général on évite de tout bloquer en amont, on a aussi l'intérêt d'avoir une traçabilité très fine de qui a modifié quoi et quand. Donc les deux conjugués, on arrive à respecter les principes d'intégrité des données très naturellement. On va en plus pouvoir, via des workflows, pouvoir aussi piloter qui fait quoi successivement quand il y a besoin. Donc, par exemple, sur un rapport, un rapport d'exécution de test, si à un moment il y a besoin d'une validation par les approbateurs VSI réglementaire, donc c'est des choses qu'on va pouvoir aussi vraiment avoir dans l'outil, pas juste dans des procédures papier. On aura possibilité, là, que ce soit sur des pages Confluence, même aussi, comme je viens de citer, des exécutions de campagnes de tests, voilà, de la signature électronique. Et tout ça se fait dans une interface interface web cloud, même qui va permettre à la fois une collaboration au sein de vos organisations, mais même y compris si sur certains projets vous devez inclure des clients, des fournisseurs, ça permet de donner accès de manière filtrée à l'entreprise étendue à qui à chacun aux données qu'il doit visualiser ou modifier. Jira, donc les deux briques principales qu'on va détailler aujourd'hui, ce sera d'une part Jira avec les 3 plugins qu'on a déjà mentionnés, et puis Confluence. Donc la partie Jira, c'est celle qui va nous permettre à la fois de gérer la partie activité avec donc tout ce qui est les tâches, les challenges éventuellement structurés en Epic User Story, et aussi donc avec une partie
de fonctionnalités communes sur tout ce qui est la possibilité d'échanger, de notifier, de mettre des commentaires, toute la gestion d'historique, ça qui va être commune à tous ces types d'objets, mais aussi, comme on le verra, donc des vues spécifiques, parce que on ne gère pas des exigences ou des risques comme on gère des tâches, donc via les plugins, on pourra avoir des vues bien dédiées aux activités qu'on mène sur ces types d'objets. Donc dans Jira, on va pouvoir, donc, ce qui est intéressant, on va notamment mettre à profit sur les exigences, risques, tests, c'est la possibilité d'avoir des liens qu'on va pouvoir suivre pour faire des analyses d'impact, notamment. La possibilité pour chaque donnée d'avoir des propriétés personnalisées, parce que voilà, on verra dans l'exemple, si on veut indiquer sur une exigence, est-ce qu'elle est GXP ou pas, on va très facilement lui associer un champ qui va permettre de représenter cette information. Les workflows, donc, ils pourraient être distincts. Le workflow sur les exécutions de tests, ça ne va pas forcément être les mêmes que sur les tâches ou les exigences. Possibilité de signer électroniquement, voilà, gestion des droits très, très fine que permet une base de données. La possibilité, via des notifications si on veut, mais aussi la possibilité de toute façon, de voir l'historique, de comparer des baselines, on verra sur ce qu'apportent certains des plugins. Possibilité d'avoir des tableaux de bord pour suivre en temps réel, donc avec des widgets graphiques qui vont se mettre à jour automatiquement à mesure que les différents collaborateurs travaillent sur le projet. La possibilité en standard d'avoir des vues Scrum ou Kanban, donc qui vont être bien dédiées, bien associées à la gestion des activités, mais on verra que donc pour tout ce qui est l'exigence et les risques et les tests, il y a des vues plus adaptées qui seront proposées par les plugins que je vais détailler dans la suite. Voilà, puis ça donc la de base pour tout ce qui est gestion de projet, avec là aussi donc, des plugins qu'on a déjà présentés dans d'autres dans d'autres présentations sur la possibilité aussi de gérer des Gantt, donc au-delà de suivi purement agile. Et c'est vrai que là, par rapport la remarque qui était quels sont les freins, changement de méthode ou changement de fonctionnement, c'est vrai que travailler sous Jira par rapport à travailler sous Word, oui, c'est différent. Hein. Donc et on va voir que justement, les plugins, ils vont permettre de compenser un petit peu faciliter cette transition. Hein. Et puis dans la possibilité de gérer des exigences un peu à la Word. On va voir ça, mais là, je suis en train de dévoiler la suite. On peut gérer les risques à la Excel, comme souvent c'est fait. Voilà, tout ça en ayant tous les avantages de la plateforme Atlassian. Donc Confluence, l'autre outil qu'on montrera aussi quelques exemples d'utilisation, c'est donc à la base un outil qui permet de créer des pages web de manière dynamique, donc qui va notamment être utile pour tout ce qui est les plans, les rapports, les SOP. On va pouvoir aussi y stocker des documents externes. On verra même que ce sera aussi une des possibilités d'utiliser l'IA de manière efficace. On va pouvoir donc reproduire ce qu'on fait classiquement dans toute GED ou sur un système de fichiers Windows, d'organiser les documents en dossier, avec aussi tout l'avantage des outils de recherche qui sont même encore plus puissants maintenant qu'on peut le faire avec de l'IA. On aura là aussi, comme on l'avait sur Jira, la possibilité d'associer des workflows et de la signature électronique à nos pages Confluence, donc les clients de documents. La possibilité d'avoir un suivi très fin des modifications et de pouvoir comparer des versions, ça peut notamment aider les analyses d'impact. Donc une fonction de recherche, comme je disais, de base, donc c'est déjà très, très puissante, mais qui aussi, avec l'apport de l'IA, maintenant, on va pouvoir avoir des prompts, donc des interrogations très, très avancées sur les informations qu'on a stockées dans Confluence.
voilà, on va pouvoir collaborer très facilement, savoir sur chaque page qui est en train de travailler Si je peux me dessus. permettre, François, il faut accélérer un petit peu Oui. parce que vu tout ce qu'on a à mettre Et derrière. puis voilà, donc, j'avance. Donc là, sur la. Là, ça c'est JSM, il manque le petit logo, mais donc là, l'outil, donc le ITIL avec gestion donc de base de connaissances, possibilité d'automatiser l'affectation de certaines demandes voilà, en fonction de leur contenu, gestion de CMDB, là aussi reporting et tableau de bord. Donc cet écosystème, donc une vue d'ensemble de ce qu'on, donc avec notamment ce qu'on va détailler dans la suite, la gestion des exigences, des risques, des tests, et puis donc la partie gestion documentaire avec notamment l'apport de notre plugin DMC. Donc cette solution intégrée Atlassian va notamment combler des limites qu'on trouve classiquement quand on gère uniquement avec des documents Word, Excel, c'est que on a au niveau des exigences, possibilité de redondance, difficulté à suivre les changements et les difficultés de collaboration. Donc ça va rendre plus difficile l'alignement de toutes les personnes qui vont collaborer à ces exigences, hein, qui peuvent venir de différentes sources. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, notamment via la single source of truth, la collaboration via des commentaires de notification, pour qu'il y ait une collaboration efficace autour des exigences qui sont le cœur pour ce qui suit, la définition des risques sur lesquels il va falloir maintenir aussi une certaine cohérence avec les exigences et puis avec les tests qui vont en découler. Sur les tests aussi, voilà, classiquement, on rencontre souvent des incohérences dès que ça évolue, le fait que l'exigence risque-test reste cohérent, c'est compliqué, ainsi que tout ce qui est le maintien, la gestion de toutes les preuves d'exécution. Et ça complique aussi tout ce que au moment où l'inspecteur va venir pour retrouver tout ce qu'on doit lui présenter et lui pour à chaque fois qu'il pose une question, c'est compliqué de lui répondre et beaucoup des questions qui vont être répondues naturellement par l'utilisation de la plateforme Atlassian. C'est vrai que dans des grosses structures, les dossiers, ils se perdent pas trop. Mais dans des structures moyennes, hein, régulièrement, les clients qui viennent vers nous et nous disent, en fait, les dossiers, ils se souviennent plus, en fait, de ce qui a été fait. Bon. Donc là, les principaux, donc je passe rapidement, mais donc le fait d'avoir une source unique de vérité, historisée, avec la traçabilité, toutes les fonctions de collaboration, les tableaux de bord de suivi, les possibilités d'exploiter ces données sans avoir un travail supplémentaire, le fait que la matrice de traçabilité ne soit pas un document qu'on fait en plus, mais qui soit généré automatiquement à partir d'un moment où on a travaillé sur les données, exigences, risques, tests et autres. Voilà, tout ça va nous fournir une présomption et une preuve de conformité, notamment utile en cas d'audit. Donc, la gestion d'exigence, donc avec, on verra le plugin isRequirement, dont on a déjà pu expérimenter l'efficacité. Donc, ça va donc, notamment répondre aux problématiques listées ici, là, voilà, on a assez classiquement des exigences qui sont d'une qualité variable dans différents documents sans traçabilité. Déjà entre ces exigences et ainsi qu'avec les risques et les tests, ce qui fait qu'il y a un certain flou dans la mesure de l'avancement des activités de définition de ces exigences et qui est aussi et qui fait que la gestion des évolutions est compliquée,
les besoins auxquels vont notamment répondre la plateforme Atlassian avec le plugin Is Requirements, c'est d'avoir une gestion centralisée avec de la traçabilité, tous les outils de base de collaboration fournis par Atlassian, et puis l'apport aussi, parce que assez souvent dans les organisations, c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui va être là pour valider le travail qu'on a fait de rédaction. Là, on a un ami toujours disponible pour nous aider à vérifier la qualité de nos exigences, si on n'a rien oublié, s'il n'y a pas déjà des incohérences entre les exigences qu'on a saisies. Ce plugin il va se présenter sous la vue principale. C'est une vue où, quand on a l'habitude de travailler dans Word, on y retrouve vraiment une ergonomie habituelle avec donc une arborescence de chapitres. La seule différence, c'est qu'effectivement, c'est ce que figurent les rectangles, c'est qu'on a pu individualiser les titres, les différents chapitres sont juste des descriptions, et puis ce qui est vraiment les objets exigences, qui vont être les objets Jira, sur lesquels on va pouvoir filtrer les informations essentielles. Donc ça fait partie d'un paramétrage ici. Donc j'ai estimé que dans la rédaction, j'avais surtout besoin de pouvoir positionner un attribut GXP. Voilà, ça se configure. S'il y a quelques autres attributs essentiels lors de la rédaction, on peut les ajouter ici. On a aussi une autre vue de détail qui va nous montrer, alors plutôt que d'avoir une vue un peu documentaire, ce sera objet par rapport à celui qu'on aura sélectionné à gauche, mais on aura le détail de l'ensemble des attributs, de ces liens, ainsi qu'une gestion automatique de toutes les révisions où on sera capable de savoir qui a fait quoi et quand, et la possibilité de comparer différentes révisions. On aura aussi possibilité, donc c'est toute la traçabilité qu'il y aura, donc on voit ici avec les risques, avec les tests, donc la possibilité de la visualiser et de naviguer pour à la fois pour les analyses d'impact, les gestions, la gestion de matrice de traçabilité. Donc tout ça, c'est des vues qu'on va pouvoir générer automatiquement via cet outil. Donc là, on va pouvoir vraiment utiliser la traçabilité comme fil conducteur du projet, plutôt que d'avoir uniquement la matrice de traçabilité à la fin du projet pour démontrer la compliance. Voilà. Effectivement, aussi la possibilité de créer des baselines aussi souvent qu'on le juge nécessaire, et de pouvoir, encore une fois, de faire des comparaisons sur un ensemble de documents, une URS, avec ici donc la possibilité de visualiser finement quels objets ont été modifiés, quel était le texte avant. Voilà, on est passé de 11 mètres cubes à 12 mètres cubes. Voilà. On a aussi, donc en complément, c'est là où les apports de l'intelligence artificielle avec l'agent Rovo vont être utiles, c'est qu'on va pouvoir donc demander, donc il y a notamment notre petit agent d'évaluation Smart, la qualité de nos exigences, donc lui saisir un prompt, donc ça, utilisation de Rovo et la bonne utilisation de Rovo, donc on a vu que c'était pas encore souvent répandu auprès de nos clients. C'est pour ça qu'on propose maintenant des formations à ce sujet, parce que ça va vraiment être une aide pour améliorer dès l'origine la définition et la complétude de nos exigences. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage, là, j'ai posé la question. Qui connaît Rovo? S'il pouvait me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, dans cet exemple, on lui a demandé de nous fournir son avis sur les exigences d'un projet, et il va nous dire, donc pour chaque ticket de type exigence, si on est près du but, si on a une très bonne qualité ou un peu moins. Donc, concrètement, pour voir une petite vidéo pour voir donc comment ça se présente. Donc là, on a un tableau Jira, on a synthétisé donc les vues principales dont on a besoin pour la gestion de la VSI, donc la gestion d'exigence. Pour l'instant, on verra après les risques, les tests. Donc on a vu donc dans
dans la vue, que j'appelle document, la vue de visualisation, modification d'une arborescence d'exigence. Donc là, l'intérêt, c'est que ça apporte justement cette vue arborescente qu'on n'a pas en standard dans Jira. On va pouvoir donc créer de nouvelles exigences, créer des nouveaux chapitres. Donc là, j'ai créé une nouvelle exigence. Maintenant, je vais pouvoir demander à Rovo son avis sur l'exigence. Donc, je vais aller chercher notre agent. Moi, c'est un agent qu'on a développé nous, hein. Voilà. Et donc, moi, ce que je vous encourage, c'est à regarder pour ceux qui sont utilisateurs Jira, hein, de regarder s'ils ont le logo demandé à Rovo sur leur instance. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il faut activer l'option. Donc là, on lui a demandé d'analyser nos tickets et puis voilà, il nous donne son avis. On va dans la suite, on voit qu'il y a beaucoup de tickets qui sont déjà de bonne qualité. Il y en a peut-être un ou deux qui nécessiteraient une amélioration. Donc là, on va pouvoir lui demander plus précisément sur le ticket numéro 10 de nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Il va même pouvoir nous proposer un libellé meilleur qu'on peut. Alors là, on est vraiment dans le human in the loop, hein. On peut le reprendre tel quel, là, c'est ce que je vais faire dans l'exemple, mais on aurait pu juste s'en inspirer et modifier comme on le souhaite l'exigence. Donc, il ne s'agit pas de laisser la main entièrement à Rovo, mais de solliciter son aide. Donc cet agent va même pouvoir, parce que donc là de base, ces résultats, il les affiche à droite pour des résultats un peu verbeux, c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus lisible. Donc on peut lui demander d'alimenter une page Confluence avec son. Ah, voilà pour la Non, gestion juste un petit mot d'exigence. par rapport à la gestion de l'exigence et par rapport au point de tout à l'heure sur la gestion du changement, le changement méthodologique. Donc là, avec l'expérience que l'on a, c'est qu'effectivement, qui dit validation dit requirement. Avoir les bons requirements, on sait que c'est jamais très, 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 très facile. Et les rédiger, c'est pas non plus, enfin, avoir le bon format, c'est pas non plus très facile. Donc, le fait d'avoir ce plugin is requirement, hein, on a eu le cas en fait, hein, on a démarré chez un gros client comme ça. Il a dit ah oui, mais au niveau des requirements, comment on fait? En fait, on a eu à proposer ça. Et ils ont migré là-dessus. Pour la petite histoire, on a eu au début quelques petits problèmes de performance, et puis après, ça s'est réglé. Et maintenant, effectivement, tous les requirements pour développer leurs produits, c'est géré de cette manière-là. Mais c'est important d'avoir cette approche-là de manière à faciliter justement l'adoption de l'outil. Et puis, si on parle de changement méthodologique, vous voyez qu'à partir du moment où on est en mode data et qu'on a un module d'IA, voilà, on peut faire plein de choses, notamment avec les agents qu'on va construire sur la base de prompts. Voilà. Je referme ma parenthèse. Voilà. Et on est juste dans le timing là, parce que voilà. C'est pas le moment de lire. Donc sur la gestion des risques. Pas, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, et je vais y répondre pendant que François déroule sa présentation. Voilà, donc là, sur la gestion des risques, donc les problématiques habituelles, donc ce qu'on voit assez souvent, c'est que la gestion des risques, elle est faite de manière assez décorrélée de la gestion d'exigence, hein, même si on prend connaissance des documents, on n'est pas forcément notifié de toutes les évolutions, et ça peut générer des incohérences à terme quand les systèmes évoluent. Donc aussi la difficulté à avoir quand on veut faire une évolution d'une exigence, de connaître les impacts sur les risques, les tests. Voilà, donc c'est besoin, donc ça va être identifier les risques, donc de s'assurer aussi de leur complétude par rapport
aux exigences, d'avoir une bonne intégration avec donc, les exigences en amont qui sont les raisons pour lesquelles on va faire des risques, et puis les tests qui vont largement rentrer dans les mesures les mesures d'efficacité, l'efficacité des mesures d'atténuation. Il te reste 4 minutes pour faire la gestion des risques, François. Voilà. Là, j'ai fait un minima sur. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce plugin, les Risk Manager qu'on propose, donc il est à la fois capable de s'adapter à des gestions de risque où on gère juste 2 critères, gravité, probabilité. Ça peut être aussi, donc, il y a deux modes, hein, avec des petites différences sur le nombre, selon les valeurs qu'on a pour chaque critère, mais on peut aussi intégrer la détectabilité. Et puis, on a aussi des clients qui travaillent comme ça avec un certain nombre de caractéristiques auxquelles ils attribuent des valeurs et calculent un score par multiplication de ces valeurs. Donc, on est vraiment capable de s'adapter à toutes les manières de faire de nos clients qui sont souvent en fait à base d'Excel. Voilà, sur chaque critère, là c'est l'exemple de la gravité, mais on peut faire tous les critères à pouvoir définir les différentes valeurs, associer donc des classes de risque. Ici on en a choisi 3, mais si on en a plus, moins, c'est rare qu'on en ait moins que 3, mais si on en a plus que 3, on peut les associer, définir voilà, pour chaque. Ici c'est l'exemple où on a 3 critères, donc sur chaque triplet, probabilité, détectabilité, gravité, qu'est-ce qu'on va associer comme classe de risque. Pour au final fournir, donc ça c'était une vue rapide de la partie configuration, pour au final offrir une table où on va pouvoir y mettre les colonnes qu'on a l'habitude de gérer dans Excel, avec tout ce qui est évaluation du risque au milieu, les 3 critères, ici c'est l'exemple avec 3 critères qu'on va renseigner, et de la calcul automatique de la criticité qui en résulte. Possibilité voilà, d'avoir des champs textuels, et aussi d'avoir les liens donc en amont avec les exigences, en aval avec les tests. J'aurais pu mettre aussi même avec les exécutions de tests. On pourrait aussi avoir une colonne qui permet de les afficher là, tout en permettant de bénéficier de la création de liens dans Jira. Donc là, c'est un exemple où il y a une seule itération sur l'évaluation de risque. On a aussi classiquement des évaluations initiales, évaluations de risque résiduel après mesure d'atténuation. Donc tout ça, ça fait partie des configurations possibles de cette table de risque, où chaque ligne est un objet risque, hein, mais qu'on va manipuler finalement un peu comme une feuille Excel. Sur la partie test, donc problématique donc d'avoir les tests alignés avec les exigences et les risques. Le lien avec les anomalies aussi, et puis le fait que fait que la remontée d'informations sur le fait qu'une exigence, un risque est testé de manière est testé avec succès ou pas par des tests. Donc tout ça, ça nécessite un travail qu'on va pouvoir complètement automatiser avec la gestion dans Jira et le plugin X-Ray, avec aussi donc génération de rapports. Donc le principe de X-Ray, c'est d'apporter des vues dédiées à la gestion des tests dans Jira, qui peuvent être des tests classiques, des tests, comme on verra, tests manuels avec description des actions à réaliser, des résultats attendus, mais aussi qui peuvent être des tests Gherkin avec du given, then, even when then, comme on a de plus en plus de clients qui le font. Donc, avoir des tableaux de bord de pilotage qui vont se remplir automatiquement à mesure que les activités sont réalisées. La possibilité aussi, sans travail supplémentaire, d'avoir une matrice qui nous montre voilà, par rapport aux exigences et aux risques qu'on a en entrée, quels sont les tests qu'on a prévus et quelles sont les exécutions qui ont été faites et avec succès ou pas avec succès. Possibilité, si on a besoin voilà, d'exporter soit vers un Confluence ou à l'extérieur d'Atlassian. Donc,
chronologiquement, voilà, la première activité, c'est de créer les tests, donc ils pourront être, on va avoir des tests manuels, mais aussi des tests Gherkin, aussi des tests exploratoires qu'on va pouvoir structurer de manière arborescente, comme on le fait habituellement sur un système de fichiers. Donc, une première forme des tests, ça va être la forme classique qu'on trouve assez souvent avec action réalisée, résultat attendu, action réalisée, résultat attendu. Donc, une définition précise qui va être notamment utile pour les tests GXP où on a besoin de choses qui soient répétables. Mais aussi, ça c'est mentionné dans des guides FDA, la possibilité, donc soit pour des cas où on a des risques qui sont moins critiques, ou pour des tests qui ne sont pas GXP, où là, on ne va pas forcément prendre le temps de définir précisément ces tests, mais on peut juste vouloir définir des objectifs de tests qu'on va confier à des personnes qui savent très bien, qui sont très bien quoi faire. Mais plutôt que des tests exploratoires qu'on ferait donc complètement déconnectés, via l'interface, un petit outil connecté à X-Ray, on va pouvoir quand même mémoriser ce qu'a fait le testeur. Ce sera notamment nécessaire quand on va tomber sur un bug. Habituellement, ce qui se passe, c'est que on se retourne vers l'équipe de développement et nous demande comment on en est arrivé là, et on est incapable de reproduire l'anomalie. Et ça, le guide CSA, sur des exigences risques faibles, plutôt de continuer à faire du test scripté, il encourage les tests exploratoires. Donc là, vous avez une possibilité voilà, bien intégrée à bien intégrée. l'application. Alors, avant qu'on passe sur la partie AI. Sur là, ouais, je voudrais faire une petite transition. Il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est la notion de dataset dans les tests X-ray. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, évidemment, avec les agents IA et tout ce qu'il y a, avec les agents IA, se pose la question de sur quel dataset, en fait, je teste. Voilà. Donc, avec X-Ray, on peut définir plusieurs datasets et exécuter le même test en pointant sur des datasets différents. Donc, des jeux de données. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est, à mon avis, très intéressante pour tester les agents et qui va aussi dans le sens d'une remarque qu'on a eue en introduction, c'était l'évolution méthodologique qu'autorise l'utilisation de ce type d'outil. Alors, évidemment, on peut faire des datasets avec des prérequis Word. Évidemment, ça se fait. Mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Voilà. Je referme la parenthèse là-dessus. Ça va dans le sens de, oui, ces outils-là, ils permettent aussi de monter en gamme en termes de gestion de test. Et puis, maintenant, là, vous allez avoir la petite démo. Sur la partie aide à la rédaction des tests, donc en plus de les créer nous-mêmes, que ce soit des tests scriptés, des tests exploratoires, on va aussi pouvoir faire appel à un ami. Donc le petit bouton là, va nous permettre donc de dire quel type de test on veut créer, soit des tests donc Cucumber, c'est format Gherkin, ou des tests manuels donc scriptés. Là, on peut lui dire l'exigence ou les exigences par rapport auxquelles on veut définir des tests. Là, un prompt très simple, on peut être plus précis si on veut des tests vraiment d'une nature particulière. Là, j'étais volontairement très vague, donc il va réfléchir quelques secondes. Et là, donc c'est en temps réel. Donc, il nous a proposé un certain nombre de sujets de tests. Donc, on voit au travers des petites cases à cocher qu'on va pouvoir, dès maintenant, pouvoir sélectionner les suggestions qui nous intéressent ou pas. Là, je vais en décocher quelques-unes qui ne m'intéressent pas, et lui demander, cette fois-ci, donc par rapport au sujet que j'ai retenu, nous proposer là, le détail des étapes de test. Donc là, pour chaque position que j'ai retenue, donc j'ai le détail des étapes. Donc il me propose action réalisée, résultat
résultat attendu, où je vais encore une fois pouvoir sélectionner ce que je retiens. Je peux aussi, au niveau des étapes, là je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais pu désélectionner les étapes qui ne m'intéressaient pas. Et là, il va réellement me créer des tests X-ray comme des tests que j'aurais créés manuellement. Donc, je vais retrouver dans ma bibliothèque de tests. Voilà, c'est une aide à la rédaction. L'enjeu, là, c'est beaucoup sur l'écriture du prompt qui va permettre d'obtenir le résultat le plus précis. Donc, ces tests, on les a créés nous-mêmes ou qu'on a demandé à l'agent IA, donc à un moment, on va les exécuter avec donc des vues dédiées à l'exécution, possibilité de saisir le résultat constaté, de mettre des commentaires, quand ça se passe mal, à la fois de renseigner le résultat fail et de créer des anomalies. On va pouvoir aussi renseigner, alors dans le résultat constaté, on peut mettre des captures d'écran, mais s'il y a des fichiers log, enfin tout autre type de fichiers, on va pouvoir les joindre de cette façon-là. Et puis, donc, quand on a exécuté 1, 2, 3, donc un ensemble de tests liés à une campagne, ben, on va avoir une vue d'ensemble qui va nous montrer par rapport à nos exigences d'entrée, les tests qu'on avait prévus et qu'est-ce qui a été fait comme exécution, si c'est OK, KO, éventuellement quand c'est KO, les anomalies associées. On remarquera qu'il y a aussi un calcul automatique au niveau des exigences ou des risques ici. Donc, on voit que l'animation. Au niveau des risques, on va pouvoir aussi, dans cette même vue, on va pouvoir afficher non seulement les exigences, mais aussi les risques, notamment pour tout ce qui est JXP qui a fait l'objet d'une analyse de risque. On a aussi donc des possibilités d'export de ces informations. Parce qu'on parle Avec la de gestion du possibilité changement, c'est vrai qu'on a souvent des clients qui me disent oui, mais on aimerait bien exporter pour on mettre peut dans notre faire gène. un petit Bon. intermédiaire, on bénéficie du travail au niveau des objets, mais au final, Mais au final, généralement, un an après, ils reviennent et disent bah finalement, on a tout dans Atlassian, puis on a ouvert la boîte lorsqu'il y a eu un inspecteur et ça s'est plutôt bien passé. Donc finalement, de GED. Et puis, donc, les tableaux de bord, là, je montre pour les tests, puis il y a des on vues l'accélère dédiées un qui tout petit viennent peu, François, je suis désolé avec X-Ray, voilà, de te presser. donc, des widgets dédiés aux tests, mais tout ça, donc, il y en a aussi pour la gestion des risques, des exigences. On se petite partie donc, finale sur la documentation avec donc la possibilité de prendre en charge les cycles, soit cascade ou agile. Confluence, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est la possibilité de structurer de manière arborescente des pages pour pouvoir s'y organiser en répertoire, chaque page étant un peu l'équivalent d'un document. Donc ces documents, on va pouvoir donc les rédiger en texte riche, mais là encore une fois, le Rovo, donc l'outil, l'agent AI Atlassian va aussi nous permettre via un prompt qui faudra dans la rédaction, on va conditionner, mais dans le résultat, on va pouvoir lui demander de nous générer du contenu de page voilà, à partir de données qui sont soit déjà dans Jira Confluence, soit externes. Là, ici, l'exemple, hein, j'ai le PDF de l'annexe 22, je lui demande de me trouver les exigences et je vais pouvoir, donc je lui demande de citer les exigences du draft 22. Une fois qu'il a répondu, il me propose d'insérer ça dans la page, dans ma page Confluence courante, et là, j'aurai le résultat dans Confluence. J'ai aussi donc, C'est la petite vidéo. pour montrer donc, notre manière de faire qui est là, sans lui fournir d'aide, il est aussi capable donc, d'aller interroger Internet. Donc, on voit qu'il est en train de travailler. En quelques secondes, donc il me propose le résultat à mon prompt. Et là, encore une fois, je vais pouvoir choisir ou pas de l'insérer dans la page. Là, par contre, on a l'historique
Parce que j'ai eu une question tout à l'heure. Là, par contre, on a bien tout l'historique des prompts. Hein. Oui. Donc, sur le... Donc après, oui. Oui, après, oui. Non, mais après, effectivement, quand on est dans Confluence, c'est une page wiki. Hein. Donc, nous, on a rajouté autour de Confluence quelque chose pour mettre des workflows d'approbation, de la signature et maîtriser les accès pour également aussi avoir, je dirais, un système de management de la qualité. Vas-y, je te laisse avancer. Là, il faut peut-être accélérer un tout petit peu. Ça résume tous les fonctions qui sont nécessaires pour la gestion d'un système qualité et qui sont naturellement fournis dans la plateforme Atlassian. Voilà, donc notre plugin ADN, il s'appuie sur Komala. Oui, il s'appuie sur Komala pour la gestion des workflows. Donc, et de la signature électronique. Voilà. Peut-être avancer un petit voilà. peu. Donc ça, c'est juste un petit warning pour donc l'intégration, elle permet l'intégration Jira et Confluence, ça permet de créer des pages Confluence en faisant des requêtes Jira. Et le défaut que ça a, c'est parfois on veut pouvoir mémoriser un état des objets Jira, si on veut les résultats de test pour la campagne sur la V12 de mon application, quand je passe à la V13, j'ai pas envie de perdre ce que j'ai fait pour ma V12. Donc là, il y a notamment un plugin très intéressant pour ça, c'est le Jira Snapshot pour Confluence qui permet de créer de faire des snapshots en fait d'objets, d'un ensemble d'objets Jira en instant. Voilà, et de maîtriser quand est-ce qu'on évolue. Donc, quand je fais Text Snapshot, là, ça prend en compte l'état des objets à un moment donné. Mais après, si je ne reclique pas sur le Text Snapshot, le contenu ne sera pas modifié. Donc, ça me permet une gestion de version très, très efficace. Notre plugin DMC, donc, qui vient par-dessus ça, donc la page, elle peut avoir été, elle peut contenir du contenu générique Jira Snapshot ou pas. Hein. Le principe, ça va être de pouvoir gérer un espace draft dans lequel on va faire les modifications et en miroir un espace publié qui sera donc qui pour chaque document permettra de mettre à disposition des utilisateurs la version couramment active, avec aussi la gestion, donc une fois qu'on est dans l'état effectif. Donc là, ça c'est la partie publish, la partie draft. Donc en amont, la gestion de la publication. Une fois que c'est publié, dès qu'une nouvelle version sera publiée, les anciennes versions deviendront... elles ne sont pas supprimées, mais elles sont bien automatiquement obsolètes. Allez, effectivement, la possibilité de signature électronique au moment de la publication. Donc, on a des clients qui gèrent leur SMQ comme ça. Voilà. Et pour avoir un SMQ agile. Donc, l'offre ADN que certains d'entre vous connaissent. Voilà, donc en fait, on a 3 volets, un volet conseil, un volet intégration, un volet formation. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, toutes les prestations ADN réalisées au forfait ou en capacitaire sont réalisées avec cet outillage. Voilà, donc soit sur une base projet par projet, soit via des centres de services, tout simplement. Hein. Donc nous, ça nous permet d'être plus efficace et l'ensemble des consultants, aujourd'hui, travaillent avec ces outils, avec cette plateforme. Et donc, voilà, chaque fois qu'il y a un nouveau consultant qui arrive, qu'il soit formé, entraîné à l'utilisation. Donc, pour vous, il faudrait commencer déjà par l'état des lieux de vos processus, puisqu'on parlait de maturité, pour voir ensuite ce qu'on peut vous proposer et quelle est la roadmap à implémenter là où vous aurez plus de bénéfices.
On va pouvoir vous aider aussi, une fois qu'on a décidé d'y aller sur la partie migration. Oui, la partie migration, elle est importante parce que tout ce qu'il y a n'est disponible qu'avec Atlassian Cloud. Donc, il y a encore quelques clients qui sont en Atlassian, je dirais, on-premise, et ça va s'arrêter. Et puis, il y a aussi des clients, comme c'est indiqué là, qui sont sous Doors, qui sont sous Office, qui sont sous autre chose, et voilà, qui veulent avoir tous les bénéfices de la plateforme et de son écosystème de plugins, parce que c'est ça qui est très important. Hein. Voilà. On a pu développer des outils de migration très performants. Donc, de manière générale, voilà, on fait un diagnostic, une prescription avec un plan d'action, et puis ensuite, on vous aide comment dire, à implémenter ce qu'on vous a prescrit et ce sur quoi on s'est mis d'accord en termes de priorité. Voilà, donc c'était... Voilà, on arrive à la fin. Et donc, il nous reste quelques minutes. On a un petit peu de temps, ça dépend plutôt des agendas des uns et des autres, pour prendre des questions. Donc, n'hésitez pas à formuler votre question dans le chat et puis ensuite, on y répondra. Est-ce que tu peux remettre le dernier slide, s'il te plaît, François? Ok. Alors, pas de questions? Tac. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà déployé chez de nombreux clients. Ok. Ah si, il y a une question pour peut-être David. Alors, est-ce que David, je peux lui ouvrir son micro? Est-ce que je sais faire ça? Je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas. Ouais. Alors, non. Est-ce que vous pouvez poser votre question, David, dans le chat? Les données traitées par l'IA sont utilisées par d'autres clients? Non, puisqu'en fait, là, les données, elles sont sécurisées et elles sont propres à votre instance, Atlassian. Une bonne question. Et vous ne pouvez voir, comment dire, que les données auxquelles votre administrateur vous a donné accès. Voilà. Hein. Vous ne pouvez pas voir toutes les données de toute la plateforme. Voilà. Hein. Pour l'entraînement de l'IA serait plus juste. Non, sincèrement, il n'y a pas d'entraînement. Hein. Voilà. En fait, là, c'est la plupart du temps, en fait. Pourquoi il n'y a pas d'entraînement? Parce qu'en fait, on utilise des modèles fondamentaux. Et ensuite, la base de connaissances, c'est vos espaces Confluence à vous. Quoi. Voilà. Donc, ça s'appuie en fait sur le Teamwork Graph Atlassian, qui va s'appuyer sur vos espaces Confluence et sur vos espaces, qu'on emploie le terme maintenant d'espace, vos espaces Jira. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette question était très, très pertinente. Hein. Très bien. Donc, comme promis, on va enregistrer la session a été enregistrée. On la mettra sur notre chaîne YouTube Axdan. Et puis, on va également aussi vous communiquer les slides, hein, bien entendu. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mon mail, philippe@adn.fr. À bientôt. À bientôt.